cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. La première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2015, une session au cours de laquelle les députés examineront la résolution autorisant l'envoi des troupes nigériennes pour combattre Boko Haram. Visite de travail ce jour dans notre pays du président ghanéen John Dramani Mahama dans le cadre de la 3e réunion du groupe présidentiel sur l'état de la convergence monétaire, une rencontre qui vise à accélérer le processus de la mise en place de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Et puis 9 février 99 février 2015, cela fait 25 ans qu'a eu lieu la tuerie du 9 février, une journée commémorée comme journée des martyrs par les scolaires nigériens. Messieurs, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver sur ce plateau pour ce journal. Le président ghanéen John Dramani Mahama est depuis ce matin en visite de travail dans notre pays dans le cadre de la 3e réunion du groupe présidentiel sur l'état de la convergence monétaire, une visite qui a pour objectif d'accélérer le processus de mise en place de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Nous y reviendrons tout à l'heure, juste le temps de parler de l'ouverture cet après-midi de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2015. Il s'agira pour les députés nationaux de voter la résolution autorisant l'envoi des troupes nigériennes pour combattre Boko Haram. Isidore Banaba et Ibrahim Ide pour d'autres précisions. Cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale, la première de l'année 2015, est décisive. Elle devrait permettre de dégager la position du Niger vis-à-vis du bras de fer qui oppose désormais la communauté internationale à la secte islamiste Boko Haram, qui a déjà fait des victimes nigériennes le 6 et 7 février dans la région de Difa. Par cette session, le gouvernement de Brigitte Raffini demande aux députés de voter une résolution lui permettant d'envoyer des troupes pour combattre Boko Haram, et cela conformément aux dispositions de l'article 104 de la Constitution du 25 novembre 2010 qui indique que l'envoi des troupes à l'étranger est autorisé par l'Assemblée nationale. Si les députés venaient à voter pour l'envoi des troupes, le Niger aurait répondu à 3 impératifs principaux selon le président Amadou Salifou. D'abord, le devoir qu'ont l'État et ses dirigeants de garantir la sécurité de la population. Car si hier les attaques de Boko Haram intervenaient hors de nos frontières, aujourd'hui ce sont nos villes et villages de l'Est du pays qui subissent les affres de ce terrorisme. Ensuite, le devoir de solidarité face à un pays frère et ami, comme le Nigeria, qui au-delà de l'accord de défense qui fait obligation aux 2 pays de se porter assistance en cas d'agression ou de déstabilisation armée, qui dit, je partage avec notre pays des valeurs et des traditions historiques de coopération multiforme. Enfin, le Niger aura répondu aussi promptement à l'appel de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine tendant à la création d'une force militaire régionale pour contrer la secte Boko Haram. Précipité dans le combat par les attaques de Bosso et de Difa, l'envoi des troupes s'apparente à une nécessité impérieuse pour certains Nigériens. Le président de l'Assemblée nationale appelle d'ailleurs tous les Nigériens à s'unir autour des forces de défense et de sécurité. La guerre est certes perçue comme une affaire des militaires et autres corps de défense et de sécurité qui se transportent au front, mais en réalité, nous sommes tous au front. Apportons tous ensemble le soutien et les prières nécessaires à ces vaillants combattants. Créons les conditions de leur motivation et garantissons notre collaboration pour démasquer partout où il se cache le dernier membre de la secte Boko Haram. C'est l'exigence du devoir citoyen et c'est la seule voie pour faire triompher nos combattants. Boko Haram a déjà tué 6 Nigériens, dont des éléments de forces de défense et de sécurité et des civils. Et c'est environ
200 000 réfugiés nigériens qui vivent sur le sol nigérien. Propulsé président par intérim le 24 juillet dernier à la mort de John Atta Mills, John Dramani Mahama a été désigné un mois plus tard candidat du Congrès national démocratique pour la présidentielle de décembre. Portrait d'un homme que la mort de John Atta Mills a propulsé au pouvoir avec Youssouf Oumar. Le 24 février 1966, quand les hommes du Conseil de libération nationale, CLN, renversent le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, John Dramani Mahama est encore un enfant. Aujourd'hui, à 53 ans, il en garde un souvenir toujours aussi précis. Le jour même, son père Emmanuel Ladama Mahama, alors ministre d'État, est emprisonné. Il le reste pendant plus de 1 an. L'événement marque le début d'une époque qui va forger la conscience politique et l'identité de John Dramani Mahama. Cette époque, c'est celle de l'os de décades, des décennies perdues qui ont vu sur le continent africain les démocraties balbutiantes céder la place aux dictatures jusqu'à la fin des années 1980. Ces désillusions post-indépendance, Mahama les évoque dans son livre « Mon premier coup d'État », paru en juillet 2012. Elles ont fait de lui un homme nourri par l'histoire et le respect de la démocratie. Propulsé président par intérim, le 24 juillet dernier, à la mort de John Atta Mills, il a été désigné un mois plus tard candidat du Congrès national démocratique, NDC, au pouvoir pour la présidentielle de décembre. Chrétien originaire du nord du Ghana, à dominante musulmane, il a grandi entre le pensionnat Hashimota d'Accra, fréquenté par l'élite ghanéenne, et Damongo, la petite ville natale de sa mère. Au cours de son long cursus universitaire, études d'histoire, de communication et de psychologie, Mahama passera 1 an en Russie en 1988, puis s'occupera des relations publiques à l'ambassade de Japon au Ghana entre 1991 et 1995. S'il est venu assez tard à la politique, le nouveau président ghanéen connaît néanmoins les arcanes du pouvoir. Il a été élu député à 3 reprises depuis 1996, a occupé le poste de ministre de la Communication avant d'en être le responsable au sein du NDC. Son ascension rapide le propulse colistier d'Atta Mills à l'élection présidentielle de 2008. Il sera son vice-président. C'est un homme qui a donné satisfaction à tous les postes gouvernementaux qu'il a occupés et qui maîtrise les dossiers importants, explique Franklin Kwadwo, directeur du think tank ghanéen Imani. Faire de lui le candidat du parti en décembre apparaît comme un choix pragmatique. À 3 mois de la présidentielle, nous ne pouvions pas risquer une nouvelle bataille au sein du parti. Mahama, par son expérience et sa légitimité, était le meilleur choix, explique un proche du NDC. Et puis je vous l'annonçais à l'entame de ce journal, le président ghanéen John Dramani Mahama est depuis ce matin en visite de travail à Niamey. Une visite dans le cadre de la 3e réunion du groupe présidentiel sur l'état de la convergence monétaire. Objectif, accélérer le processus de la mise en place de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Le compte rendu est signé Mariama Soumana et Soumaïla Dandi. Désignés par leur père pour superviser le suivi de la création et de la mise en place de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO, le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, et son homologue du Ghana, John Dramani Mahama, veulent accélérer le processus devant leur permettre d'accomplir leur mission à travers cette 3e réunion du groupe présidentiel sur l'état de la convergence monétaire. L'objectif ultime de cette 3e rencontre est de faire le point sur la feuille de route révisée pour la mise en place de la monnaie unique. Une feuille de route a été définie pour la mise en œuvre de ces différentes décisions. Et l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est de faire le point de la mise en œuvre de cette feuille de route. La task force s'est réunie
les 4, 5 et 6. Et donc nous allons, Monsieur le Président, écouter les conclusions auxquelles l'équipe est parvenue. Comme ça, nous donnerons nos appréciations. Et en fonction des conclusions qu'on aura tirées, on fera éventuellement de nouvelles propositions à la conférence des chefs d'État sur le sujet. Après le tête-à-tête entre les deux présidents et la séance de travail élargie, les deux chefs d'État ainsi que le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, étaient face à la presse. Nos deux superviseurs n'ont pas passé par 4 chemins pour exprimer leur engagement pour la mise en place de cet ambitieux projet aux enjeux inestimables pour l'espace CEDEAO. Dès le lendemain de cette conférence de Dakar, nous avions eu à mettre en place ce que nous avons appelé une task force présidentielle. Cette task force présidentielle s'est déjà réunie à plusieurs reprises. La présente réunion est la 3e. La première réunion ayant eu lieu à Niamey au mois de février 2014. La seconde réunion a eu lieu au Ghana au mois de juillet 2014. Et nous avons, à travers ces réunions, pris un certain nombre de décisions que nous avions eu à soumettre à la conférence des chefs d'État. Et cette conférence des chefs d'État a eu à les adopter. La première décision importante qu'on a eu à prendre, c'est d'abandonner ce qu'on a appelé l'approche à 2 vitesses pour la mise en place de la monnaie unique de la CEDEAO, parce qu'initialement il était prévu d'abord que les pays hors zone franc CFA constituent d'abord une zone monétaire, c'est la ZMAO. Donc il y a 7 pays qui sont concernés pour cette zone. Donc mise en place de cette première zone et puis plus tard fusion avec la zone CFA. Alors on s'est dit, au fond, si on doit dans un premier temps fusionner cette monnaie, pourquoi ne pas aller directement vers la fusion de 8 monnaies? Et c'est ainsi qu'on a décidé l'approche, ce qu'on a appelé l'approche progressive en une seule étape, qui nous permettra d'économiser l'étape intermédiaire de la mise en place de la ZMAO avant d'aller à la monnaie unique en 2020. And as he said, we've been at this monetary union for quite a while. Et ainsi qu'il a dit, nous sommes engagés dans cette démarche vers une union monétaire depuis un certain temps déjà. But since ECOWAS gave the responsibility to lead the process to myself and President Youssoufou, mais depuis que la CEDEAO a confié au président Youssoufou et à lui-même la responsabilité de piloter le projet, I think that the focus is becoming sharper and all of us realize clearly the responsibility that we have to achieve. Aujourd'hui, une plus grande attention est accordée à ce projet et chacun d'entre nous est conscient de sa responsabilité. Répondant aux questions des journalistes sur le point relatif au degré d'engagement des pays, le président Issoufou Mahamadou a tenu à dire ceci. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contradiction. Au niveau des pays de la CEDEAO, nous sommes tous d'accord sur les objectifs. Nous avons tous ressenti la nécessité de mettre en place rapidement cette monnaie unique. C'est dans l'intérêt de nos pays, c'est dans l'intérêt de nos peuples. Et la mise en place d'une monnaie unique va, entre autres avantages, booster les échanges commerciaux au sein de la CEDEAO. Parce qu'actuellement, les échanges commerciaux intra-CEDEAO représentent à peine 12% des échanges des pays de la CEDEAO. Avec la mise en place de la monnaie unique, cela va donner un coup de fouet aux échanges. La mise en place de la monnaie unique de l'espace CEDEAO, à laquelle le président nigérien et celui ghanéen attachent du prix, facilitera les échanges entre les pays membres et permettra par là même de booster l'économie de l'espace CEDEAO. Et puis relativement à la création d'une monnaie unique, quels avantages auront les États membres de la CEDEAO en mettant donc en place cette monnaie? Élément de réponse avec Sanoussi Tambarjakou. Les avantages sont évidents. Regardez, avec notre monnaie commune qui est le franc CFA actuellement, vous pouvez vous lever de Didimi et aller jusqu'à Dakar, vous n'aurez pas besoin de changer votre monnaie. Vous n'aurez pas besoin d'acquérir
une autre monnaie pour pouvoir faire vos achats, puisque c'est la même monnaie au Niger, au Mali, au Sénégal. Vous contournez de l'autre côté, vous allez au Burkina, vous allez en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Bénin, au Togo. C'est la même monnaie. Donc vous avez cette facilité libératoire de notre propre monnaie commune qui nous permet de disposer de tout ce dont nous avons besoin avec notre argent. Monnaie et pouvoir de choix. Mais avant que monnaie ne soit pouvoir de choix, il faut que monnaie soit acceptée et qu'elle juge de la confiance. Mais si vous allez dans un pays où on n'a pas confiance en votre monnaie, et si votre monnaie n'est pas convertible surtout, là évidemment vous serez obligé de chercher de l'argent par ailleurs pour pouvoir vivre. Mais si vous avez votre propre argent dans la zone où cet argent circule, vous n'avez pas de problème. Donc vous avez cela. Jouir de la liberté de circulation de soi-même, de ses marchandises et de ses capitaux. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, pas de différence. Sanoussi Tambari Jakou, que vous retrouverez en partie magazine de ce journal. Rendez-vous donc en fin d'édition. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ALSIA, organise depuis ce matin un séminaire à l'endroit des magistrats du Niger sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Le compte rendu est signé Seyni Mekido Jibril et Soumaïla Dandi. Le blanchiment des capitaux est un phénomène qui affecte les pays du monde entier et menace l'intégrité du système financier des États. Il est considéré comme l'épine dorsale du crime organisé contre laquelle la communauté internationale s'est engagée. Le Niger accompagne la communauté internationale dans cette lancée en ratifiant plusieurs instruments juridiques internationaux et en adoptant plusieurs lois. Le Niger est appuyé dans sa démarche par des partenaires comme les États-Unis qui soutiennent la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à travers ce séminaire qui vise à renforcer les capacités des magistrats sur la lutte contre ce phénomène. Un thème très important en fait, le blanchiment de capitaux, c'est quelque chose qui a un effet sur tous les pays du monde, y compris le nôtre. En fait, ça menace l'intégrité des systèmes financiers et aussi ça facilite des autres crimes, y compris la corruption, le terrorisme, le financement du terrorisme et le crime organisé. Donc c'est quelque chose qui est très grave et c'est un grand plaisir pour nous à donner notre soutien à ce séminaire. En tant que procureur ancien, moi-même, en tant que magistrat ancien, je sais bien que les dossiers financiers et économiques sont parfois difficiles à gérer. Ils sont compliqués parfois. Donc, j'espère que vous allez apprendre beaucoup pendant les 4 jours de travail ici. Malgré l'existence des instruments juridiques au Niger, plusieurs contraintes sont observées dans la poursuite de cette infraction et le traitement judiciaire qui s'ensuit, tel que le manque de personnel juridique qualifié, d'où le bien fondé de ces séminaires. Il s'agit à travers cet atelier de sensibiliser les participants sur les conséquences néfastes du blanchiment de capitaux et les familiariser avec les innovations substantielles et procédurales contenues dans les instruments juridiques nationaux et internationaux de lutte contre ce fléau, afin de trouver les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour un traitement judiciaire efficient de l'infraction de blanchiment de capitaux. Plus spécifiquement, les objectifs suivants sont poursuivis. Exposer le cadre légal et réglementaire de lutte contre le blanchiment de capitaux, les normes et les organismes sur le plan national et international. Sensibiliser les participants sur les techniques et typologies de blanchiment et sur les techniques d'investigation. Exposer les principales mesures de protection des circuits financiers et bancaires pour lutter contre le blanchiment. Exposer les avantages qu'offre la coopération judiciaire internationale en matière de lutte contre le blanchiment. Échanger sur les bonnes pratiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Ainsi, 4 jours durant, les participants à ce séminaire s'approprieront des outils nécessaires afin d'adopter un comportement et de réflexes nouveaux face à ce type de criminalité complexe à bien des égards. Le conseil régional de Tillabéri de l'ANDP Zamalahia a fait officiellement sa rentrée politique hier.
C'était à travers un grand meeting à Kolo qui a réuni militantes et militants de l'ANDP ainsi que les partis amis de la mouvance pour la renaissance du Niger. Le compte rendu est signé Al-Mokhtar Kainé et Idrissa Mahaman. Ils étaient nombreux, militantes et militants de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès ANDP Zamanlahia, à répondre massivement au meeting marquant officiellement la rentrée politique du Conseil régional de Tillabéri. Une fête riche en animation avec la prestation de divers groupes de la région. Côté protocolaire, le président départemental Abdoulaye Madougou a de prime abord souhaité la bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Après le représentant des militants de Bitinkodi et le président du comité d'organisation ont tour à tour pris la parole. Le premier pour parler des activités du parti dans la commune de Bitinkodi et le second pour saluer l'organisation et la présence du président national Moussa Moumouni Germakoy, à qui le président du conseil régional a dans son allocution au nom de l'ensemble des militantes et militants renouvelé leur engagement et soutien. Mamadou Adamou, tout en poursuivant, a également appelé au respect des valeurs de la paix toujours prônées par le parti. Le consensus originel qui fait la fierté de l'ANDP doit être notre boussole dans toutes nos décisions au sein du parti. Et nous devons faire en sorte qu'il soit la recette miracle pour résoudre tous les problèmes qui assaillent notre cher pays. En proie actuellement à toutes les formes d'intolérance. Après les douloureux événements survenus ces derniers jours dans notre pays, le credo de Zamanlahia, où la vie en paix et en toute quiétude, doit dorénavant être la ligne directrice de toutes les actions de notre pays. Le président national du parti a lui saisi l'occasion pour sensibiliser militantes et militants pour se faire recenser au moment venu afin de donner à l'ANDP Zamanlahia la place qui est la sienne parmi les grands partis sur l'échiquier national. Un témoignage de satisfaction a été décerné à 3 militants par le président Moussa Moumouni Germakoy pour service rendu au parti. Le 9 février de chaque année est, comme vous le savez, commémoré comme journée des martyrs par les scolaires nigériens. Depuis donc 1990 et ce matin, ils étaient à la place de la concertation. Le compte rendu est signé Ralia Sami et Moukaila Tidjani. Non à 25 ans d'impunité. C'est sur ces mots que les étudiants et élèves nigériens commémorent le 25e anniversaire du mouvement historique du 9 février 1990 qui avait coûté la vie à 3 étudiants. Élèves et étudiants se sont donc retrouvés à la place de la concertation de Niamey pour manifester leur mécontentement et exiger justice. La marche historique du 9 février 1990 était tenue dans un contexte de récession économique où les bailleurs de fonds en complicité avec le gouvernement de l'époque avaient décidé de faire payer à l'école les frais en mettant en œuvre le programme d'ajustement structurel. Celui-ci prévoit la liquidation du système éducatif à travers la restriction de l'investissement des ressources de l'État. Face à une telle dérive, les étudiants ne peuvent rester indifférents. Et ils ont agi pendant qu'il le fallait en organisant une marche pacifique, n'ayant comme seule arme le slogan et la force des idées. Nos camarades ont fait face à des bidasses armés jusqu'aux dents, sous les ordres du régime de terreur et de suspicion. C'est ainsi que ces manifestants pacifiques ont été froidement abattus, torturés, humiliés et séquestrés. Le bilan a été lourd, avec la mort de 3 de nos camarades.
à savoir Abdi Maman Sagir, Isaac Kaine, Ali Onanti, plusieurs blessés graves dont certains mutilés. Les étudiants ont profité de cette occasion pour revendiquer certains de leurs droits qu'ils estiment bafoués. Les camarades qui ont sacrifié leur vie l'ont fait pour la défense de nos intérêts. Force est de reconnaître que 25 ans après, les revendications restent quasiment les mêmes. Elles sont, entre autres, l'abandon total du système éducatif par les différents gouvernements qui se sont succédés. Abdoul de Niamey traverse particulièrement un moment du fait de la disproportion entre le nombre d'étudiants et la capacité d'accueil et d'encadrement. Aujourd'hui, aucune section ne prend cours dans une salle ou dans un amphithéâtre adapté à son effectif. La commémoration de ce mouvement historique du 9 février, faut-il le souligner, intervient dans un contexte où le Niger fait face à plusieurs crises. Les étudiants ont donc jugé utile de placer cette manifestation sous le signe d'unité et d'action. Malheureusement, certains scolaires ont voulu nous prouver le contraire à travers une scène d'affrontement entre les différentes structures qui composent l'USN. Et puis je vous donne lecture de ce communiqué de presse avant donc la partie magazine de ce journal. Réuni en session ordinaire le dimanche 8 février 2015, le syndicat progressiste des enseignants du Niger rend public le communiqué de presse dont la teneur suit. En effet, le Ben Cypren constate avec amertume que malgré les interpellations régulières à l'endroit du gouvernement, le paiement des pécules des enseignants contractuels continue à accuser des retards. Sur la question des recrutements à la fonction publique, le Ben Cypren dénonce et condamne le retard dans l'attribution des numéros matricules aux 476 camarades sélectionnés. Sur tout autre plan, le Ben Cypren présente ses condoléances aux familles des forces de défense et de sécurité et des civils ayant perdu leur vie suite aux attaques perpétrées par la secte Boko Haram sur notre territoire. Aussi, le Ben Cypren félicite et encourage les forces de défense et de sécurité pour le professionnalisme et le sens du sacrifice dont elles ont fait montre et appelle tous les Nigériens à l'union sacrée pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine de ce journal consacrée à l'interview que nous a accordée Sanoussi Tambari Jakou sur les enjeux liés donc à la mise en place d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Je vous souhaite une très bonne réception. Au revoir. Pays membres de la CEDEAO. Si c'est une monnaie commune, cela veut dire que les pays actuellement membres de la CEDEAO peuvent garder, chacun en ce qui le concerne, ou chaque groupe en ce qui le concerne, sa propre monnaie. Et à côté de ces monnaies spéciales à chaque État, on crée une monnaie qui appartienne à l'ensemble de ces États, autrement dit, une monnaie commune au pays de la CEDEAO. Il y a donc la superposition entre les monnaies nationales et la monnaie communautaire. À un certain moment donné, au niveau de l'Union européenne, cela a existé. Mais c'est une étape, parce que du processus de la monnaie commune, on marche vers la monnaie unique. Alors là, quand il s'agit de la monnaie unique, il s'agit d'une opération semblable à celle qui est réalisée au niveau de chacun de nos pays. Autrement dit, la monnaie unique, elle est utilisée comme si on n'a affaire qu'à un seul pays. On tend donc vers ça au niveau de la CEDEAO. C'est très bien. Mais c'est quand même difficile. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible, comme on dit, et en matière politique, il n'y a pas de difficulté
lorsqu'il y a la volonté politique de faire. Mais lorsqu'on réfléchit beaucoup, on trouvera des difficultés. Des difficultés, si toutefois on rencontrera ces difficultés, lorsqu'on réfléchit beaucoup, parce qu'en cette matière-là, il vaut mieux ne pas réfléchir, il vaut mieux foncer et prendre la décision. La difficulté, c'est qu'il y a actuellement une zone monétaire homogène qui est la partie de la zone franc, la zone CFA, qui rassemble les anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest, qui ont donc leur propre monnaie avec la BCAO, Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Il y a donc ces pays-là qui ont déjà leur propre monnaie. Et tout autour, il y a plusieurs pays qui n'appartiennent plus à une zone, puisque la zone dans laquelle ils étaient a été pulvérisée. C'était la zone sterling, la zone de l'Angleterre et des anciennes colonies anglaises. Donc vous avez ces pays-là qui chacun a sa propre monnaie. Vous avez la Gambie, vous avez la Sierra Leone, vous avez le Libéria, vous avez le Ghana, vous avez le Nigeria. Chacun de ces pays-là a sa propre monnaie et par conséquent, il se comporte comme s'il est dans une zone propre. Alors, lorsqu'il faut essayer de relier ces différentes zones ou ces différents ensembles, ces différents espaces monétaires les uns aux autres, pour en faire un seul, là, évidemment, ça comporte des difficultés. Parce qu'il y a des critères qu'il faut nécessairement retenir et qu'il faut remplir. Il y a ce qu'on appelle les critères de convergence. Et il y a tout un tas d'autres problèmes. Vous voyez, si vous prenez l'espace CEDEAO, pour créer la monnaie CEDEAO, il faut tenir compte du fait que c'est un ensemble géographique qui est là homogène, avec ses frontières maritimes et terrestres. Et lorsqu'on a une monnaie à protéger, il faut nécessairement protéger toutes les frontières aussi longues qu'elles sont. Donc vous avez le problème des frontières et le problème de contrôle. Comment contrôler tout cela? Et vous avez maintenant, à l'intérieur de cet espace, des pays avec des populations, avec leur niveau de vie. Vous avez donc un marché, c'est-à-dire la capacité pour ces populations-là d'acheter et de vendre, donc d'utiliser la monnaie. Vous avez tout cela. Il faut agréger ça. Et ensuite, vous avez des disparités au niveau des richesses. Quand on crée une monnaie, on tient compte de 3 facteurs sur lesquels la monnaie est basée. C'est ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire. Ces critères, c'est quoi? C'est d'abord, comme à l'origine, les stocks d'or qui sont déposés dans les caves des banques centrales et qui sont représentatifs des monnaies qui circulent. Les monnaies ne sont pas créées ex nihilo comme ça là. Elles sont créées en échange de l'or qu'on dépose. Donc cet or qu'on dépose constitue la masse monétaire, constitue une partie de la masse monétaire, une partie de la contrepartie des masses monétaires. Or, rien qu'à ce niveau de l'or, il y a une disparité, une différenciation entre les différents pays composant la zone. Il y a des pays, par exemple, qui produisent de l'or, où on en trouve en grande quantité. Il y a des pays qui en produisent moins. Il y a des pays qui n'en produisent pas du tout. Or, tout cela doit être pris en compte. Ceux qui produisent beaucoup d'or, ils sont mieux placés que ceux qui n'en produisent pas pour se lancer dans la création de leur propre monnaie parce qu'ils peuvent la garantir. Et souvent, ça les amène même à être jaloux de leur richesse face aux autres. Plus on est riche, plus on hésite à s'associer avec ceux qui sont pauvres. Donc, vous avez l'or en tant que contrepartie de la masse monétaire. Il faut que la CEDEAO dispose d'un stock d'or important qui va garantir sa monnaie en circulation. Donc, vous avez cette première contrepartie de la masse monétaire. Vous avez la deuxième contrepartie de la masse monétaire qui est constituée par les devises qu'on acquiert à l'extérieur à l'occasion des échanges commerciaux, donc à l'occasion des exportations. Plus on a de produits d'exportation, plus on gagne l'argent des autres
donc la monnaie des autres. Et si ces monnaies sont convertibles, et généralement, dans les cas de commerce extérieur, c'est toujours des monnaies convertibles qu'on acquiert, c'est des dollars, c'est des yens, c'est des euros, etc., etc. Donc, si vous exportez, donc si votre capacité d'exportation est importante, votre capacité d'acquérir des devises aussi est importante. Donc, vous acquérez ces devises-là et vous les stockez chez vous, et en échange, vous émettez de la monnaie que vous donnez à ceux qui ont acquis ces devises-là. Et ces devises constituent une partie de la contrepartie des masses monétaires. La troisième partie de la contrepartie des masses monétaires, c'est ce qu'on appelle les crédits à l'économie. C'est-à-dire que les individus que nous sommes, les consommateurs, vont chercher de l'argent dans les banques, soit parce qu'ils ont déposé cet argent, soit parce qu'ils veulent l'emprunter. Et ensuite, les banques, elles prêtent l'argent aux entreprises avec des effets de commerce que ces entreprises déposent. Et les banques primaires, à leur tour, elles vont emprunter de l'argent auprès de la banque centrale. Elles déposent aussi des effets là-bas. Eh bien, le dépôt de ces effets de commerce-là provoque une création de la monnaie. Et par conséquent, ces effets de commerce qui sont déposés dans les banques centrales constituent une contrepartie de la masse monétaire, c'est-à-dire une occasion de créer la monnaie. Donc, plus l'économie d'un pays fonctionne, plus ce pays-là peut émettre de la monnaie. Donc, vous avez l'or, les devises, les crédits à l'économie. Tout cela, ça constitue ce qui fait fonder la monnaie dans un pays. Or, quand vous regardez nos différents pays, ils sont inégalement riches. Il y en a qui ont beaucoup plus d'or que d'autres. Il y en a qui gagnent beaucoup plus de devises que d'autres. Il y en a qui ont beaucoup plus de crédits à l'économie que d'autres. Bref, si on veut vivre ensemble dans un monde solidaire avec une monnaie unique, en ce moment-là, on accepte pour le meilleur et pour le pire, on est ensemble. Il y en a qui gagnent et il y en a qui gagnent moins. Voilà. Est-ce que vous pensez que les enjeux liés à cette monnaie-là pourraient amener les États à s'entendre et à signer Eh bien, c'est très bien posé comme question parce qu'il y a des étapes dans la création d'une monnaie à l'intérieur d'une zone monétaire, à l'intérieur d'une union économique et monétaire. Et ici, en Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas précipité les choses, mais nous avons dépassé certains stades qui étaient difficiles à dépasser ailleurs. Par exemple, quand vous prenez l'Union européenne, avant qu'elle n'arrive au stade de la création de l'euro, sa monnaie commune, eh bien, il lui a fallu, à partir de 1949, passer par des stades, avant d'arriver à ce stade achevé de l'Union économique et monétaire avec l'euro. Autrement dit, il y a des paliers pour aller d'intégration en intégration, de coopération en intégration. La première forme de coopération d'abord entre plusieurs pays, c'est ce qu'on appelle une zone de libre-échange. Ça, c'est la chose la plus simple. Dans la zone de libre-échange, eh bien, quand des pays sont membres d'une zone de libre-échange, cela veut dire qu'ils se donnent la liberté de commercer entre eux. Ils proclament la liberté de circulation des marchandises entre eux au sein de leur territoire. Ça, c'est la première phase. Nous l'avons dépassé. Depuis les années 1950 et quelques, on l'a dépassé. Évidemment, on l'a reprise en 1960 après les indépendances. Mais les Européens, ils ont été obligés de passer par là. Donc, zone de libre-échange. Après la zone de libre-échange, on passe à une union douanière avec des tarifs extérieurs communs. Eh bien, l'Europe a mis beaucoup d'années pour passer des zones de libre-échange à une union douanière. Mais nous sommes allés très vite. On a dépassé l'union douanière. Et puis ensuite, communauté économique. Là où il y a des politiques économiques communes dans certains secteurs. Et là encore, il a fallu des dizaines d'années pour que les Européens passent, pour que les Européens arrivent à ce stade. Mais nous sommes déjà arrivés. Et ensuite, nous l'avons dépassé et nous sommes à l'Union monétaire et économique de l'Afrique de l'Ouest, où nous avons pratiquement dépassé tous les stades.
et nous sommes arrivés au stade où nous avons une monnaie commune. Mais nous ne devons pas refaire ce chemin-là avec les autres, les pays anglophones de la CEDEAO. Nous ne devons pas faire ce chemin ensemble, puisqu'il y a la volonté politique d'aller vers la monnaie commune, eh bien il vaut mieux y aller. Mais la seule difficulté ici, c'est que les gens vont avoir des retenues par rapport à certains critères, pas de convergence, mais certains critères de gestion même. Et aussi le problème de confiance. Et je crois que pour le moment, puisque nos chefs d'État se sont engagés dans le processus de création d'une monnaie unique, c'est qu'ils ont dépassé ce stade de méfiance-là. Et puis, il faut aussi dépasser le stade d'égoïsme. Ah, moi je suis riche, l'autre est pauvre, pourquoi je vais m'associer à lui? À un certain moment donné, nous avons eu ce genre de difficultés en Afrique de l'Ouest et au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO, et de la CEDEAO, parce qu'on avait deux pays riches, en l'occurrence la Côte d'Ivoire et le Sénégal, surtout la Côte d'Ivoire, eh bien, qui voyaient que les autres pays de l'Union s'adossaient sur eux pour pouvoir garantir leur propre monnaie. Mais évidemment, tout cela a été dépassé et aujourd'hui, quand il s'agit des réserves, par exemple, de la BCEAO, la Côte d'Ivoire peut-être contribue pour plus de 40% sur les 8 pays membres de l'UEMOA, mais cela ne fait rien, on y va. Parce que chaque fois qu'un pays exporte des produits et qu'il gagne des devises, eh bien ces devises-là sont mises ensemble et elles sont gardées par le Trésor français d'ailleurs, qui nous garantit la convertibilité de notre monnaie, le franc CFA. Voilà donc le problème qu'il faut absolument transcender. Maintenant, il y a un autre problème qui peut être transcendé s'il y a la volonté politique. C'est celle des politiques communes. Il faut des politiques économiques communes. Il faut même des plans de développement communs. Il faut une politique fiscale commune. En plus du tarif extérieur commun et en plus de la liberté de circulation des marchandises, des capitaux et des biens à l'intérieur de la zone. Il faut tout ça. Il faut tout mettre en commun et se comporter comme si on est dans un même pays. Parce que la monnaie, c'est quand même l'attribut de souveraineté d'un pays. Un pays souverain, il crée sa propre monnaie. Et lorsque plusieurs pays s'associent et qu'ils abandonnent une partie de leur souveraineté pour créer une super souveraineté, une supra-souveraineté, en ce moment-là, s'ils acceptent cet abandon d'une partie de leur souveraineté, eh bien, ils parviendront à faire une monnaie commune. Nous, ici au Niger, toutes nos constitutions disent que le Niger est autorisé à entrer dans des grands ensembles de coopération ou même dans des ensembles dans lesquels il peut abandonner une partie de sa souveraineté. Donc nous n'aurons même pas besoin. Bon, on peut rencontrer des difficultés lorsque la monnaie n'est pas convertible. Or, le franc CFA est convertible d'une façon illimitée, garantie par le Trésor français et à travers le Trésor français garanti par l'euro. Donc il n'y a pas de difficulté là. Donc possibilité de circuler avec votre avoir à vous. Mais par contre, si vous allez actuellement au Nigeria ou au Ghana, eh bien, vous êtes obligé d'aller échanger votre monnaie, le franc CFA. Encore que vous pouvez échanger, parce que il n'y a pas de respect rigoureux de la réglementation en matière monétaire et bancaire. S'il y avait des respects rigoureux, eh bien, les monnaies internes nationales du Nigeria et du Ghana ne sortiraient pas de leur pays, parce que c'est des monnaies inconvertibles. Mais elles sont convertibles frauduleusement. Mais elles ne sont pas convertibles normalement et internationalement. Bon, donc nous jouissons de cette possibilité d'aller avec le franc CFA et de l'échanger sur le marché noir, que ce soit au Niger, à la frontière Niger-Nigeria ou même à l'intérieur du Niger, nous pouvons l'échanger, mais ce ne sont pas des opérations normales. Par contre, si vous allez par exemple en Tunisie, en Algérie et au Maroc, où ils ont des monnaies nationales, tout comme le Nigeria et le Ghana, où ils ont des monnaies non convertibles à l'extérieur, tout comme le Nigeria et le Ghana, mais où la réglementation bancaire est rigoureuse, mais vous ne pouvez pas
échanger comme ça le marché, le franc CFA au marché noir. Si vous le faites, et vous et celui à qui vous avez échangé ça, vous allez être arrêté. Donc c'est une question donc de convertibilité et une question de surveillance des opérations de convertibilité. Voilà ce qui concerne ce problème. Et c'est ça qui fonde la confiance. Quand il n'y a pas de confiance, la monnaie, elle peut diminuer de valeur. Donc elle peut se déprécier, jusqu'à être dévaluée officieusement, ou même jusqu'à ce que les autorités du pays qui a cette monnaie-là soient obligées de la déprécier, de la dévaluer. Regardez par exemple la Naira. Parlons clairement des choses, ce n'est pas ici un manque, c'est pas ici de la diplomatie. Regardez par exemple au Nigeria. Quand la Naira a été créée, mais elle valait une livre sterling. Une livre sterling, cela veut dire dans les 675 francs ou 700, quelque chose comme ça, une livre sterling. En tout cas, environ 700 francs CFA. C'était la valeur officielle de la Naira. Mais, comme à l'intérieur du pays même, il y a eu une dépréciation monétaire. La monnaie a perdu la confiance de ses usagers à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Le cours de Naira a chuté, au point où la Naira aujourd'hui vaut 4 à 5 francs CFA. Eh bien, la monnaie est fondée sur la confiance. Et est-ce que nous pouvons avoir confiance à la monnaie de la CEDEAO si nous la créons? Pour que nous puissions avoir la confiance, il faut que nous ayons des économies solides, qui puissent avoir des contreparties qui soutiennent cette monnaie, tant au moment de sa création qu'au niveau extérieur, au niveau du Fonds monétaire international, où la valeur de l'unité monétaire est déposée et où elle est plus ou moins suivie. Il faut donc une économie forte. Et ensuite, il faut une économie bien gérée. Et il faut une population disciplinée. Et il faut nécessairement avoir une gouvernance qui puisse faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de fraude et beaucoup de pagaille. Voilà le problème.